Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale. Les meilleurs moments d'une table ronde récente consacrée à la relation entre l'IA et le monde associatif que j'ai eu l'honneur de partager avec l'excellent Ian Ferguson, chercheur et sociologue de son état, spécialiste de l'IA dans le monde du travail et la sphère professionnelle. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois avec nous le phénomène intelligence artificielle, au sens large, sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques et certainement politiques. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver, vous le savez déjà, cause-commune au singulier.fm. Sur son app mobile également, la bande FM 93.1 et le DAB+, à Paris. Et bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, là, maintenant, pendant 5 secondes, prenez le temps de liker cette émission, potentiellement le post qui va avec, et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. En nous laissant un petit commentaire, en plus ça nous fait toujours plaisir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, parce que ça fait vraiment plaisir de vous lire. C'est notre seule récompense. Et en plus, cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. C'est donc une émission spéciale que je vous propose cette semaine. Fin avril 2025, la Maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement de Paris et son directeur Karim Guidardoni ont organisé une table ronde intitulée « L'IA au service de la vie associative, enjeux, risques et bonnes pratiques ». Ils ont eu la bonne idée de convier Ian Ferguson, chercheur et sociologue à l'INRIA. Il est aussi le directeur du laboratoire LaborIA qui analyse et se projette sur les usages de l'IA au travail. J'ai eu la chance de pouvoir lui donner la réplique dans cette table ronde. Mais je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, de profiter de l'enregistrement que nous avons fait de la table ronde pour écouter essentiellement les paroles de Ian Ferguson. Toujours très pédagogue, c'est un enseignant, il a partagé de nombreuses références dans le cadre de cette table ronde et on va l'écouter. Excusez-nous pour la qualité de l'enregistrement qui n'est pas forcément au niveau habituel du studio, mais qui n'est pas si mal que ça pour un enregistrement réalisé dans une salle d'une maison de la vie associative. Bon, j'ai fait une sélection, parce qu'il faut tenir dans nos 30 minutes d'émission. Tous ceux qui ont assisté à la table ronde n'y retrouveront pas forcément toute la richesse de nos échanges, mais ils pourront tout de même se régaler de ces 3 grands extraits que je vous ai choisis. Le premier concerne une question classique dans ce genre de format, table ronde ou conférence, avec une question de base qui est souvent posée aux interlocuteurs. Et puis on voit un peu, ça fait partie des choses qui permettent de commencer la table ronde. Qu'est-ce que l'IA ? Bon, je vous laisse écouter la réponse très documentée de Ian Ferguson. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline de recherche, avant d'être des outils et des applications, qui a toute une histoire très ancienne, mais qui a commencé à se formaliser à partir de la deuxième moitié des années 50, donc 1950. En 1955, quelques chercheurs, qui sont plutôt des mathématiciens, écrivent un manifeste où ils disent, qui est publié le 31 août 1955, et ils disent on va créer une nouvelle discipline l'année prochaine lors d'une université d'été qui s'appelle le Dartmouth Summer Programme. Et lors de cette université de Dartmouth, on va poser les bases d'une discipline qu'ils décident d'appeler intelligence artificielle. Alors ce terme, il est très important, il n'est pas du tout anodin. Les fondateurs de l'intelligence artificielle cherchaient un terme assez accrocheur parce que, notamment, ils avaient besoin de financement, comme dans les associations. Ils avaient besoin de financement et ils cherchaient un terme qui un peu allait accrocher, un peu, qui avait une dimension marketing assez forte. Et ils auraient pu prendre des noms beaucoup plus techniques. Ils auraient pu appeler ça, par exemple, système de traitement statistique massif augmenté, enfin un truc, un acronyme, un barbarisme, et on ne serait pas là à en parler. Voilà. Clairement, ils ont réussi leur coup bien au-delà de leurs espérances, dans un sens, c'est-à-dire quelque chose qui est assez fascinant, et dans un autre, quelque chose qui est très inquiétant. Donc ils ont appelé ça Artificial Intelligence,
qui, en français, le mot intelligence renvoie exclusivement à la dimension cognitive, c'est-à-dire des capacités cognitives, alors qu'en anglais, c'est plus ambivalent. Il y a la dimension cognitive, mais il y a aussi la dimension information. La CIA, par exemple, c'est une agence de renseignement et d'information internationale. Donc, chez les Américains, le terme intelligence a 2 significations. Chez nous, ça va plutôt chercher le pôle cognitif. Donc, en 1956, ils se réunissent et ils annoncent l'ambition. Nous allons créer une nouvelle discipline et le but sera de fabriquer des machines, des ordinateurs en fait, parce que les ordinateurs sont en train de sortir un peu de leur confidentialité de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une réflexion, on a utilisé les ordinateurs. Alan Turing a créé quelque chose qui est associé au premier ordinateur. Et puis là, ça se calme un peu, l'après-guerre, et on commence à sortir des projets un peu classifiés. Donc des ordinateurs qui vont être capables de réaliser des tâches qui sont pour l'instant réalisées de manière plus satisfaisante par des humains. Le pour l'instant est important. Et qu'est-ce que ces tâches? Pourquoi elles sont réalisées de manière plus satisfaisante par des êtres humains? Parce qu'elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau. Des processus mentaux de haut niveau, qu'on pourrait appeler raisonnement, mais on verra que ce n'est pas que ça. Il donne une liste, l'organisation de la mémoire, la pensée critique ou l'apprentissage perceptuel, voir et dupliquer un peu ce qu'on a vu. D'entrée de jeu, ils imaginent 2 grands chemins. Il y en a beaucoup en fait, mais il y a 2 chemins majeurs pour essayer de rendre les machines capables de réaliser ces processus mentaux de haut niveau. Le premier chemin consiste à imiter le raisonnement humain. En gros, on va essayer de prendre les logiques que les plus grands experts de chaque sujet mobilisent face à des catégories de problèmes et ils vont essayer de dupliquer informatiquement ces raisonnements humains. Ils ont appelé ça l'IA logique ou symbolique. On va retenir logique. Ça consiste à essayer de reproduire mécaniquement les logiques que nous mobilisons face à des problèmes. La deuxième manière qu'ils ont imaginée, c'est plutôt d'imiter l'apprentissage humain. Donc là, on ne cherche pas à dupliquer le raisonnement, mais on cherche à fabriquer des machines qui apprennent, un peu comme nous. Mais encore une fois, on est dans l'imitation. On imite l'apprentissage humain. Et Alan Turing l'avait écrit dans un de ses articles, il avait dit finalement, si on veut faire une machine intelligente, lui parlait de machines qui pensent, ça serait peut-être plus simple d'essayer de dupliquer un cerveau enfant qu'un cerveau adulte. Un cerveau adulte, c'est le fruit de plein d'apprentissages, etc. C'est compliqué de dupliquer ça. Si on fait un enfant qui apprend, peut-être que ça sera plus simple pour essayer d'émuler l'esprit humain. On appelle ça une émulation. Pendant des années, l'IA a quasiment exclusivement, on va dire à partir des années 60, tracé la route de l'imitation du raisonnement humain. C'était ça vraiment l'approche qui dominait jusque dans les années 2000, avec des périodes de succès et un peu d'euphorie, qu'on a appelé des printemps, et des périodes de très grande déception à la hauteur des espoirs, qu'on appelle des hivers. Et depuis 2010, on connaît un renouveau de l'intelligence artificielle, mais plus autour de l'approche de l'imitation du raisonnement humain, bien plus autour de l'approche de l'imitation de l'apprentissage humain. Et une des raisons pour lesquelles on a une accélération, au-delà des progrès des recherches qui se sont faites un peu dans la clandestinité, puisqu'on pensait que ce n'était pas une bonne manière de faire de l'intelligence artificielle, ça a été le big data. Vous savez, toutes ces données que l'on retrouve sur Internet. Et en fait, ces données qu'on retrouve sur Internet ont accéléré la possibilité de l'apprentissage de la machine. Parce que l'imitation du raisonnement humain repose beaucoup sur l'apprentissage à partir d'exemples, un peu comme un enfant apprend à partir d'exemples répétés, soit dans des livres, ça, ceci est un chat, soit dans la vraie vie, oh, regarde, un chat, qu'est-ce qu'il fait le chat? Miaou, tu vois. Il a quoi le chat? Il a une queue, oui, c'est ça. Et donc, quelque part, l'enfant apprend à partir d'exemples, mais à partir d'un petit nombre d'exemples, parce que nous, ça nous suffit. Et à la machine, ça ne lui suffit pas. Il lui faut énormément d'exemples, et ces exemples, ils manquaient. Il fallait les faire à la main. Par exemple, une des premières choses qu'on a essayé de faire à une machine, c'est de le faire apprendre l'alphabet. Donc vous allez me dire, oui, A, B, C, D, OK. Et puis on va lui montrer un A, mais en fait, il faudrait lui montrer
autant de A qu'il y a de façons d'écrire un A. Différentes. Et puis des fois, le A, il lui manque une petite partie parce qu'on a renversé le café, etc. Donc il faudrait que la machine elle soit capable de reconnaître tous les A dans toutes les situations. Et ça, c'était trop compliqué parce qu'il fallait tout faire à la main. Mais avec le big data, toutes les images qu'il y a sur Internet, quand vous tapez sur Google Images, vous mettez chat, vous en avez des millions et des millions, eh bien ça a facilité cet apprentissage. Et donc, depuis maintenant 15 ans, l'accélération que l'on a dans le monde de l'IA est liée à l'apprentissage machine. Alors en anglais, c'est machine learning, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup d'anglicismes aussi. Machine learning. Et un courant du machine learning qui est le deep learning, l'apprentissage profond, qui a pour caractéristique d'obtenir de très bons résultats, notamment dans la conversation et dans la reconnaissance d'objets ou d'images, mais avec un problème, c'est que la façon dont la machine parvient à apprendre est assez opaque. C'est ce qu'on appelle le problème de l'explicabilité et de la boîte noire. C'est-à-dire que finalement, la performance obtenue par les machines se fait au détriment de la compréhension de comment la machine y est parvenue. Un peu comme nous d'ailleurs. Je ne sais pas, vous pouvez me dire comment vous reconnaissez un chat, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que vous faites. Le cerveau humain, on le sait, est un territoire inconnu. On ne sait pas trop comment il fonctionne. On a plein d'imagerie cérébrale, on progresse. Le réseau de neurones électroniques, même si c'est nous qui l'avons conçu, eh bien, nous avons beaucoup de mal à expliquer son fonctionnement. Bon, ceux qui ne savaient pas d'où venait l'IA et qu'est-ce que c'était, maintenant vous le savez. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de la table ronde que j'ai sélectionné parce que ça concerne en fait le cœur de la soirée, le cœur aussi de l'expertise de Ian Ferguson, puisque Karim Guidardoni lui demande... Par rapport à l'impact sur le monde du travail, donc justement, Yann, ça tombe bien que tu sois là, parce qu'on ne le réalise pas forcément toujours, mais le milieu associatif fait aussi pleinement partie du monde du travail. On estime qu'il y a 1,8 million de salariés dans les associations en France. On entend souvent dans la presse que l'intelligence artificielle va complètement remplacer les travailleurs, va automatiser tout un certain nombre de tâches, de telle sorte qu'il n'y aura plus besoin d'humains derrière pour les effectuer. Donc ma question, elle est assez simple, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va détruire le monde du travail au sein des associations? Est-ce que ça aura encore un sens d'être salarié dans une association avec l'intelligence artificielle? Et voici la réponse de Ian Ferguson. Alors, l'intelligence artificielle, elle prend place dans la révolution informatique à partir des années 50. Et autour de ces nouvelles machines, les ordinateurs, il y a en fait 3 promesses d'intelligence. Il y a l'intelligence augmentée, qui est plutôt portée par l'ordinateur, qui est de dire qu'avec un ordinateur, un peu comme on a une calculatrice, on va augmenter l'intelligence humaine. C'est Steve Jobs qui disait dans les années 80, l'ordinateur est un vélo pour l'esprit. Et donc l'idée, c'était un peu comme la voiture nous permet d'aller plus vite, le vélo nous permet d'aller plus vite, mais physiquement, eh bien, on aurait un ordinateur qui nous permettrait d'aller plus vite intellectuellement. Il y avait aussi une autre innovation, une autre forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence distribuée. Et donc là, c'était l'idée de dire qu'on va plutôt faire un grand réseau qui relie des machines entre elles et des humains derrière les machines, et on va mettre en place une forme d'intelligence collective par la connexion de toutes les intelligences. Et ça c'est devenu le web dans les années 90. Mais il y avait déjà un réseau, ARPANET, qui existait, qui reliait différentes universités américaines. Et je dirais peut-être que le résultat noble de cette vision, c'est un peu Wikipédia. Voilà. Wikipédia, c'est le résultat noble, parce que derrière, en fait, ça a surtout servi à faire du commerce et puis d'autres choses. Mais l'idée, c'était de relier les gens intellectuellement à l'intelligence collective. Et puis, il y avait la troisième, l'intelligence artificielle, qui était plutôt l'intelligence automatisée. Celle-là, c'était la machine qui est capable de raisonner sans qu'il y ait forcément besoin d'un humain pour la faire fonctionner et sans qu'il y ait l'idée de distribuer l'intelligence. C'était les 3 grandes formes d'intelligence qui se sont un peu toutes mélangées maintenant. Mais c'était ça un peu les idées, et c'était pas forcément les mêmes communautés, c'était pas les mêmes acteurs. Voilà. Donc il y avait cette idée. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que très vite, on a estimé que ces 3 formes d'intelligence issues du numérique
elles allaient avoir des impacts très forts sur le monde du travail. On parlait de nouvelles révolutions industrielles. Mais la première révolution industrielle, ou alors selon les historiens, on en a une, deux, etc. Mais l'idée, c'était plutôt de transformer une énergie pour remplacer l'énergie musculaire qu'on mettait en place dans le monde du travail. Et la révolution industrielle numérique était plutôt sur l'énergie intellectuelle. Hein, là où on mettait des machines plutôt pour essayer de réduire notre engagement du corps, mais tout en maintenant celui des capacités cognitives, eh bien, l'intelligence du numérique, la révolution industrielle issue du numérique, allait plutôt aller chercher des tâches cognitives. Et l'intelligence artificielle, avec elle, c'est celle qui a mis le plus de temps à arriver à maturité. Hein. D'abord l'ordinateur, ensuite le web, et puis maintenant l'intelligence artificielle. Mais en fait, tout ça a démarré sensiblement au même moment. Mais la maturité a mis plus de temps à venir. Et donc, on a dit qu'il y aurait beaucoup d'impact sur le monde du travail. Et d'ailleurs, au milieu des années 90, il y a un futurologue, économiste assez célèbre, Jeremy Rifkin, qui avait écrit un livre qui s'appelait « La fin du travail ». Et il disait... Le logiciel va remplacer le travailleur humain. Hein. On n'aurait plus besoin vraiment de travailler parce que finalement, on aurait moins de job du fait que, après l'énergie musculaire, l'énergie plutôt intellectuelle, la machine prendrait la place. Mais en fait, il disait, c'est pas si grave. Ce n'est pas si grave parce que il y a plein d'activités dont on a absolument besoin pour vivre ensemble, et il a appelé ça le tiers secteur non marchand. En fait, il y a un troisième secteur, un tierce secteur, qui n'est pas un secteur industriel, qui n'est pas un secteur de service, mais qui est un secteur non marchand. Et ce non marchand, c'est un peu ce qu'on appellerait nous l'associatif. Voilà. L'associatif, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre ensemble, mais que le marché n'adresse pas. Les logiques marchandes, le capitalisme marchand n'adresse pas parce qu'il n'y a pas assez de bénéfices et de profits à faire. Et donc il a imaginé que ce tiers secteur non marchand, essentiel pour vivre ensemble, allait prendre une part très importante de notre activité. Donc on était dans les années 90. Et puis là, l'intelligence artificielle arrive et effectivement, à nouveau, on a un récit sur le futur du travail qui est très très fort. Alors moi, dans les années 2018, j'avais proposé 5 grandes directions à ce récit. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais regardé un peu tout ce qui se disait. J'ai dit, en fait, il y a 5 grands récits. Il y a évidemment le récit du travailleur remplacé. Je dis, finalement, les machines, elles vont prendre notre boulot. Et il y avait plein de travaux qui disaient, et il y en a encore, qui disaient finalement, dans 20 ans, on dit toujours dans 20 ans, l'IA, parce que comme ça, on n'est plus tranquille. Voilà. On a bien de dire dans 20 ans. Dans 20 ans, un emploi sur 2 aura disparu. En gros, c'était un peu ça qu'on disait au début des années 2010. Donc ça, c'était le travailleur remplacé, évidemment très anxiogène, parce que si on n'a pas de... Comment on fait pour vivre si on ne peut pas travailler? Le deuxième élément, un peu dystopique aussi, c'est le travailleur dominé. Je veux dire, il y a tout un ensemble d'articles qui disent, en fait, on va avoir du boulot, mais on sera commandé par la machine. Et où on passera par des plateformes qui achèteront notre activité, mais sans salariat. On parlait d'ubérisation, en référence au modèle de plateforme que Uber a créé, qui amène de l'activité, mais au prix des grandes protections sociales du travail et au prix aussi d'une forte substituabilité. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de gens qui peuvent faire le job, vu que le job a été facilité par l'IA, que tout le monde peut remplacer tout le monde. Voilà. Et donc, ce n'était pas un scénario très positif. Troisième scénario négatif, c'est ce que j'avais appelé les travailleurs divisés. En fait, c'est une manière de dire que tout le monde aura du boulot, mais très peu de gens auront un boulot intéressant à bien payer. La plupart, ils auront un boulot peu intéressant et mal payé. Et l'OCDE parlait de l'avènement d'une classe de travailleurs pauvres. On travaillerait, mais on serait pauvre. Il y avait quand même 2 scénarios beaucoup plus optimistes. Il y avait le scénario du travailleur augmenté. Donc c'est l'idée que l'IA nous débarrasserait d'un certain nombre de tâches qui parfois nous donnent l'impression qu'on est des robots dans notre activité. Finalement, le robot qui a des fois en nous, on le passerait à l'IA et nous, on pourrait aller vers des tâches
plus dignes, plus humaines. Et là, on parlait de tâches créatives, on parlait de tâches relationnelles. Et donc, on évoquait l'importance de la créativité et des relations humaines, de la capacité d'écouter, l'empathie était beaucoup réévaluée. Notamment, il y avait le Conseil national de l'ordre des médecins qui évoquait beaucoup l'importance de l'empathie pour les médecins du futur. Et puis après, le dernier, c'est ce qu'on appelle le travailleur réhumanisé. En fait, il est réhumanisé précisément parce qu'on l'a recentré sur des tâches plus dignes de son humanité. Parce que justement il ne fait plus les tâches qui le rendent qui parfois lui donnent l'impression qu'il est un automate. Donc ces 5 scénarios sont ceux que j'avais utilisés pour organiser un petit peu tout ce qui se disait sur le futur du travail. Et en fait ça montre que tous les métiers qui étaient autour de la relation humaine, et c'est le cas dans beaucoup d'associations, revenaient au centre du jeu. Et Bill Gates avait dit, en fait, c'est une occasion unique de faire des classes avec moins d'élèves, de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper de nos personnes des personnes qui sont en situation de faiblesse. C'est-à-dire, en fait, il y a tout un ensemble de choses où l'être humain est tout à fait irremplaçable. Mettons au maximum les humains dessus. Et finalement, là où l'humain est remplaçable, mettons les machines. Et pour lui, c'était tant mieux. Voilà, c'était tant mieux de ne pas mettre des humains là où on peut mettre des machines et de ne pas mettre des machines là où on peut mettre des humains. Voilà un peu pour le paysage. Alors arrive l'IA générative, et je terminerai là-dessus. L'IA générative, ça change tout. L'IA générative, donc c'est ChatGPT. Et d'autres depuis. Mais on va garder ChatGPT parce que c'est plus simple, c'est le plus connu. Ça sort en novembre 2022. Avant ChatGPT, les études montraient qu'il y avait entre 1 et 10% des Français qui pouvaient dire « j'ai travaillé avec l'IA ». Voilà, au moins une fois. Avec ChatGPT, on a dépassé les 20%. Voilà, on a plus d'1 Français sur 5, et ça augmente chaque année, qui ont déjà essayé de travailler avec l'IA. Donc, on passe d'un tout petit nombre à un nombre plus important. En plus, auparavant, l'IA, c'était des initiatives d'employeurs. Voilà, c'était l'employeur. Moi, je me souviens, avant le Covid, je travaillais avec une doctorante à la mairie de Paris qui était en CIFRE, qui travaillait sur des cas d'usage que la mairie de Paris essayait de mettre en place avec l'IA. C'était pour capter les plaintes que vous pouvez déposer quand vous n'êtes pas content et vous allez sur un site, je ne sais pas comment c'est, Allo Paris ou Allo... ou 3064, et vous disiez... Voilà, ça va pas. Voilà. Alors, il y avait 2 ça va pas en fait. Il y avait un ça va pas. Il y a une poubelle qui brûle. Donc là, vous vous disiez, il y a une poubelle qui brûle. Et il y a trop de rats à Paris. Voilà. Sauf que dans un cas, on peut intervenir. Dans l'autre, ça va être plus long. Voilà. Et donc l'idée, c'était que l'intelligence artificielle a été capable de distinguer les irritants des urgences. Voilà. Surtout que quand le personnel était en congé. Voilà. Et donc ça c'était les cas d'usage. Et les cas d'usage, ça marchait pas très bien. Celui-ci d'ailleurs a pas très bien marché. Et les collaborateurs, ils en voulaient pas. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans l'IA qui est l'employeur me demande d'utiliser l'IA et j'en veux pas. On est beaucoup plus dans moi employé, j'utilise ChatGPT et c'est mon employeur qui veut pas. Mais je le fais quand même. Voilà, on appelle ça le shadow AI. Et aujourd'hui, on estime que plus de la moitié des Français qui ont utilisé l'IA au travail l'ont fait dans le dos de leur manager. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans le sujet d'employeurs qui voudraient changer la manière de travailler et les employés qui résistent, et c'est les Français qui sont râleurs, résistance au changement, etc. Non, là, on a des collaborateurs qui trouvent leur compte, qui utilisent l'IA au travail, et dont certains, tous les jours, 30%, un peu plus de 30% des Français qui ont démarré leur usage de l'IA au moment de la sortie de ChatGPT disent qu'ils ne peuvent plus s'en passer au travail aujourd'hui. Bon, je sais que vous, du coup, vous regrettez, après ces 2 extraits, de ne pas avoir assisté à ce débat. En fin de débat, en fin de soirée, on a échangé avec tous les participants dans la salle. Au passage, il est à noter que les présents dans la salle étaient déjà, on l'a trouvé très éclairés sur l'IA et sur ces débats. Et pour autant, une grande question a été posée au spécialiste de l'IA du travail qu'est Ian Ferguson.
et j'ai trouvé intéressant aussi de vous la reproduire ici. Pourquoi déléguer l'intelligence humaine à une machine ? Vous avez 2 heures. Bon, en tout cas, voici la réponse de Yann. L'intelligence artificielle, on va la ranger dans ce qu'on appelle les technologies de l'intelligence. Ce n'est pas la première qu'on a comme technologie de l'intelligence. Qu'est-ce qu'une technologie de l'intelligence ? C'est un artefact qui va intervenir d'une façon ou d'une autre dans nos raisonnements. Et un artefact très noble, extrêmement valorisé dans les universités, c'est l'écriture. L'écriture, et vous le savez, Socrate interdit l'écriture à ses disciples. Voilà. Il interdit à ses... Alors, lui-même n'a pas écrit, donc c'est Platon qui nous rapporte ça, notamment dans Phèdre. Et en gros, il dit, si vous écrivez, vous allez devenir idiot. Vous allez devenir idiot. Pourquoi vous allez devenir idiot ? Parce que vous n'allez plus rien mémoriser, donc un peu feignant. Et c'est intéressant parce que une des raisons pour lesquelles les gens cachent leur usage de ChatGPT aujourd'hui au travail, c'est qu'ils anticipent le fait qu'on va les traiter de feignants. Eh bien, Socrate dit, vous allez être feignant parce que vous n'allez plus faire l'effort de mémorisation. Pourquoi c'est important de mémoriser ? Parce que il y a un exercice philosophique très fort pour Socrate, c'est la dispute. Voilà. Il faut pouvoir se disputer. Et pour se disputer, il faut échanger des idées. Et pour échanger des idées, il faut les avoir là. Et si je les ai écrites là, je ne vais plus pouvoir les engager dans la dispute. Et par ailleurs, pour lui, l'intelligence, c'est l'issue de la dispute. C'est le fait qu'à l'issue de cette dispute, il y a un accord, il y a une intelligence collective qui a été créée. Donc l'intelligence est dynamique. Elle est réengagée dans l'échange. Ce qui est écrit dans le livre est fixiste. Il n'est plus réengagé, il est écrit, il fait autorité. Donc en fait, on a eu différents moments de crise de l'intelligence en lien avec les technologies de l'intelligence. L'imprimerie a été une crise de l'intelligence majeure que nous valorisons, notamment en lien avec la Renaissance. Mais il faut savoir que la Renaissance que nous évoquons avec cette idée que c'était le grand moment d'ouverture des idées, a aussi, s'en est suivi une des époques les plus meurtrières de l'histoire. Il y a des massacres tout au long de l'histoire après la Renaissance, parce que ça a été un tel bouleversement dans les idées qu'on s'est gentiment étripé pendant des siècles par rapport à ça. Lorsque j'étais jeune, c'était la télévision qui nous rendait idiots. Internet, non seulement devait nous rendre idiots, mais aussi devait mettre fin au lien social. Parce qu'on disait que finalement, avec Internet, on préférait parler avec le lointain, mais pas avec le prochain. Voilà. Et on disait Internet, c'est un sociologue, Dominique Volton, qui disait Internet va développer des solitudes interactives. Et il regardait les gens dans les cybercafés, on n'a plus les cybercafés aujourd'hui, mais avant les cybercafés, il disait tous ces gens sont en train de parler au monde entier, mais ils ne se parlent pas entre eux. Voilà. C'était pas complètement faux. Mais pour vous dire qu'on a une espèce de récurrence dans cette inquiétude. Wikipédia, lorsque j'étais jeune enseignant, dans le début des années 2000, on disait surtout, dites aux élèves d'être pas allés sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on reprochait à Wikipédia ? L'intelligence des foules. Le fait qu'un article n'était pas le fruit d'un sachant qui publiait son article dans l'encyclopédie, mais de millions de gens qui se regardaient les uns les autres et certains pouvaient écrire, les autres regarder, corriger, etc. Dans les faits, il y a très peu de gens qui écrivent sur Wikipédia, notamment les grands articles, mais ça reste l'idée qu'on est en collaboratif. Lorsque ChatGPT est arrivé, on a dit, il ne cite pas ses sources. Google, c'est tellement mieux, ça cite ses sources. Mais on avait aussi condamné Google en disant qu'il y avait tout et n'importe quoi, que c'était la foire et la saucisse sur Google, qu'il y avait les complotistes et les scientifiques, tout était mélangé, que c'était que des contre-vérités, etc. Et puis là, tout d'un coup, Google, ça devenait noble parce qu'il citait ses sources, alors que ChatGPT, il ne le faisait pas. Donc on a une espèce de crise récurrente de l'intelligence qui amène souvent à considérer que la nouvelle technologie de l'intelligence, ça nous rend idiots. Voilà. Alors oui, il y a toujours une perte de faculté lorsqu'on ne mobilise pas la compétence. Et c'est juste que, moi, de mon point de vue, mon expérience personnelle, c'est que depuis que j'ai un smartphone, je ne connais plus de numéro de téléphone. Quand j'avais 12 ans, j'en connaissais une 50aine. Et je n'étais pas dans les meilleurs. Voilà. Peut-être que vous en souvenez beaucoup plus. Aujourd'hui, je connais le mien et celui de ma femme. Et encore, je réfléchis. Voilà, pour celui de ma femme. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une perte. Bon. Alors voilà, Montaigne nous dit, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
Donc en fait, il dit finalement, tant mieux qu'on se souvienne plus, ce qui est important, c'est le raisonnement. Donc la question est de savoir, c'est est-ce que la perte me permet de me déplacer vers des facultés cognitives supérieures. Ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, c'est en fait l'IA générative, dont on parle beaucoup ce soir, elle peut très facilement rendre tout le monde moyen, sans effort. Voilà. C'est démontré, quand vous ne connaissez rien sur un sujet, vous demandez à ChatGPT, il vous sort un truc, c'est moyen. Il y a des choses fausses, il y a des choses vraies, mais c'est moyen. Le moyen est gratuit. Voilà. En revanche, quand vous êtes très performant dans votre sujet, eh bien, vous êtes finalement un bien meilleur utilisateur de l'IA. Voilà, vous êtes un bien meilleur. C'est un peu comme, donnez-moi le vélo qui a gagné le Tour de France, je vous garantis que je ne ferai pas le Tourmalet. Il va falloir que je m'entraîne pour ça. Et je ne le ferai pas aussi bien que le gagnant du Tour de France, parce que lui, c'est un champion. Mais si je m'entraîne fort, je ferai peut-être le Tourmalet avec. Mais si je ne m'entraîne pas, je m'arrêterai très vite. Voilà. Et en fait, se pose la question, peut-être non pas de dire comment on délègue à l'IA, mais c'est comment on maintient, on développe des compétences qui nous permettent d'être des bons utilisateurs. Pas uniquement savoir prompter, ça finalement c'est pas si difficile. Les meilleurs dans un métier sont potentiellement les meilleurs prompteurs. Ils sauront bien requêter, ils sauront bien contextualiser et ils sauront mieux interpréter les réponses et les rapporter à des contextes. L'escroquerie, c'est de dire que tout le monde peut tout faire avec l'IA générative. Ça, c'est le mensonge. Mais c'est un mensonge bien fondé et qui va faire beaucoup de commerce, qui va faire recette. Voilà. Mais et un des problèmes, c'est que le marché, que ce soit le marché au sens capitalistique ou le marché de l'association, peut se dire finalement, le moyen, ça nous suffit. Et c'est gratuit. Et on le sait bien. Hein, quand on va des supermarchés, si on veut un produit de qualité, ça vaut plus cher. On regarde, est-ce que je veux plus cher ou est-ce que je veux un truc qui est moyen ? Souvent, on achète le moyen parce qu'on veut garder un peu d'argent pour autre chose. Et donc, le risque, c'est plutôt cette espèce de satisfaction générale pour des choses de médiocre qualité intellectuelle. Et qu'on soit content de cette médiocrité. Alors que potentiellement, la promesse, c'est plutôt d'aller vers des choses de bien meilleur niveau encore. Et après ces échanges, en fait, avec Ian Ferguson, avec la salle, on s'est rendu compte qu'en fait, la salle était quand même beaucoup issue du monde associatif et était en recherche de solutions potentiellement un peu alternatives par rapport à l'IA dans ses usages et dans ses outils. Et donc, on s'est attelé à essayer de présenter des alternatives possibles aux grands acteurs, et notamment, bien sûr, vous me connaissez, bien sûr, avec l'open source. Donc, j'ai pas hésité à essayer de citer un maximum d'alternatives. Alors, une première alternative qui n'est pas open source, et puis plein d'autres alternatives open source. Mais on a d'autres choses, il n'y a pas que ChatGPT, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc là, on parle de ChatGPT, on parle des réponses non sourcées, on parle du coup des tests de benchmark qui montrent que sur de la donnée très tangible, il est mauvais, mais vous avez d'autres modèles. Notamment, vous avez des modèles, le deuxième grand, et qui est très utilisé aussi, parce qu'en fait, il sait faire ça, c'est Perplexity. C'est un modèle qui, en fait, dans la réponse qu'il vous donne, essaye de vous donner ses sources. Et il vous dit où est-ce qu'il a trouvé les réponses à la question que vous lui posez. Alors, vous pourrez vous dire, c'est bon, il me donne ses sources, donc ça veut dire qu'il est sûr de lui. Non, il faut aussi vérifier les sources. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un modèle qui vous répond quelque chose, qui vous stipule qu'il l'a trouvé dans telle source, et quand vous regardez la source, ça ne dit pas exactement la même chose que la synthèse. Donc c'est ça qui est intéressant, du coup, ça vous donne quand même le pouvoir de vérifier que la réponse qui vous a été donnée et la source qui devrait être celle qu'il a utilisée ne sont pas en correspondance, et donc il y a peut-être un loup derrière ce problème-là. Donc ça, c'était pour le sujet. Et puis, moi, je suis de plus en plus, au gré de mes dialogues avec les uns et les autres, convaincu qu'il y a une troisième voie qui est en train de s'ouvrir. Je fais un peu de publicité dans les prochains épisodes. En fait, il y a un acteur qui, je trouve, fait un travail fantastique en France, qui s'appelle Playas, qui est un acteur qui
entraîne ses modèles, ce qu'on appelle en open source. C'est-à-dire qu'il entraîne lui-même ses modèles, il vous dit sur quel corpus il a entraîné ses modèles, il vous dit comment il a entraîné ses modèles, il essaie de sourcer au maximum ses réponses, et il fait des petits modèles. Et aujourd'hui, alors, il faut avoir des ordinateurs un peu puissants, ou en tout cas qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais ce n'est pas non plus la grosse machine de data center. Vous pouvez installer sur votre ordinateur un modèle, donc une intelligence artificielle, que vous pouvez complètement cloisonner, qui ne tournera que sur votre ordinateur, qui est entraîné sur des corpus de données déjà assez intéressants pour pouvoir avoir une interaction avec elle, et sur laquelle vous pouvez déjà travailler. Alors, vous écrirez peut-être pas un livre avec, mais vous pourrez déjà avoir des interactions avec sous forme de connaissances, parce que les corpus qui ont servi à l'entraînement sont sérieux, et vous pourrez aussi avoir des interactions créatives sans balancer vos données sur du cloud ou à l'extérieur ou sur des hébergeurs. Les solutions commencent à émerger. C'est-à-dire que ce débat-là qu'on a ce soir sur ces questions-là, il est bien sûr prégnant dans beaucoup de sphères, alors associatives, mais pas que. Hein. Ça peut être la santé, ça peut être... Et où, du coup, il y a des développements qui sont en cours. Et il n'y a pas que les grands modèles généraux qui sont, après on va y revenir peut-être à un moment donné, mais qui sont très très consommateurs de ressources et d'énergie. Il y a désormais une école de développement de l'IA qui est très frugale, très spéciale, très spécifique à des sujets, et où on peut travailler sur des modèles qu'on spécialise en fait, et qui sont du coup plus faciles à suivre et à comprendre. Et puis après, alors si vous voulez vous lancer dans l'installation de modèles sur votre ordinateur, ce qui est tout à fait possible et ouvert à tous, il y a une solution qui s'appelle LM Studio, qui marche sur PC, sur Mac. Et vous installez cette solution, et ça vous donne accès à tout, et on va peut-être y venir, à toutes les solutions open source. Et donc, il y a plein de modèles. Alors, OpenAI est une solution privée, où on ne connaît pas la source, on n'accède pas à la source, on ne sait pas comment ils ont fait, on ne sait pas comment ça marche. Et il y a plein de modèles qui sont open source, c'est-à-dire que le code, il est publié en ligne, et n'importe quel développeur, quand même, il y a un petit peu de compétences, peut venir regarder le code et regarder comment c'est goupillé. Il peut même le récupérer, le changer, le modifier, l'utiliser à sa sauce, potentiellement le republier. Et tous ces modèles, mais c'est fou. C'est-à-dire que vous avez un acteur qui est américain, avec beaucoup de dirigeants français, qui s'appelle Hugging Face, qui est un acteur qui répertorie et publie ces modèles open source. Mais il y en a des milliers. Donc, c'est ça qui est assez marrant, c'est que on parle de ChatGPT à outrance dans les médias, c'est un peu le fer de lance de tout ça, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Il y a d'autres modèles commerciaux, comme Perplexity, et qui ont d'autres modalités de fonctionnement, mais il y a des milliers d'autres modèles créés tous les jours par des labos de recherche, par des scientifiques, par des techniciens, qui va spécialiser tel type d'activité sur le modèle et qui est en accès. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir se l'installer sur sa machine. Après, ça demande bien sûr un accompagnement, mais il faut imaginer qu'en fait, la bulle médiatique ne correspond pas en fait à la bulle scientifique, enfin aux éléments scientifiques et aux connaissances qui sont derrière. S'installer sur sa machine, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir coder, ou alors on peut l'installer comme on fait avec ChatGPT en chargeant l'application? Je ne l'ai pas sur le PC que j'ai là, mais en fait, c'est comme un navigateur. Vous ouvrez, c'est un navigateur sur lequel vous allez aller télécharger votre comme une extension, et cette extension devient votre modèle de discussion. Je suis nul en technique, vraiment. Mais vraiment, si vous essayez le temps que je passe à essayer de comprendre comment ça s'installe et comment ça se met en place, j'y suis arrivé. Donc je pense que vous pouvez y arriver. Et après avoir avoué mon incompétence technique, notamment dans l'installation de modèles LLM open source, mais on y arrive, je vous assure, on y arrive. On a aussi abordé du coup les questions écologiques liées à l'IA, et j'ai pas pu m'empêcher de faire mon petit coup de gueule sur l'usage des modèles généraux énormes et leur fabrication versus les petits modèles frugaux et open source.
Et donc vous avez une espèce de marketing qui dit que voilà, il faut continuer à faire le scaling laws, à augmenter l'échelle pour que le truc soit de plus en plus intelligent, de plus en plus généraliste, mais de plus en plus fou, quoi. Et à côté de ça, vous avez une autre école qui est de dire on spécialise les modèles sur une action, sur une tâche, qui ne nécessite pas justement ces énormes entraînements généralistes. Et on réfléchit à chaque tâche qu'on veut mettre en œuvre avec l'IA, et vous avez une spécification de l'AFNOR, donc vraiment un truc officiel quand même, qui s'appelle IA Frugal, et qui donne des méthodes aux gens qui développent sur l'IA pour s'interroger sur la manière de le faire de la manière la plus frugale. La première question qui se pose, c'est avez-vous besoin d'une IA pour faire ce que vous voulez faire avec? Et au fur et à mesure, ils s'interrogent et ils ont une méthodologie d'interrogation sur ces principes-là. Donc, à la fois, on sait que c'est catastrophique, et à la fois, pour pas tout foutre à la poubelle non plus, il y a des gens qui essayent de faire les choses de manière constructive, avec des spécifications et des méthodologies techniques fortes, pour arriver justement à aller dans le bon sens. Mais encore une fois, l'équilibre, il est pas encore... il ne sera peut-être jamais d'ailleurs, mais il n'est pas encore trouvé, puisqu'on est dans cette espèce de course, plus avec une concurrence internationale, et donc qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à s'arrêter et à mettre le pied sur le frein en disant peut-être que tout ce qu'on est en train de faire là, on pourrait d'abord essayer d'exploiter ce qu'on a déjà produit et fait. L'important, c'est d'en être conscient, c'est que parce que vous, en bout de chaîne, il y a des utilisateurs en fait. Et donc, si ChatGPT, il n'avait pas de gens qui venaient payer le forfait et qui venaient l'utiliser, in fine, ça s'arrêterait, en fait, parce que le modèle économique, il marche aussi comme ça. Bon, j'espère que ces extraits vous ont plu. C'est l'heure de conclure cette émission spéciale, mais je voulais quand même vous faire entendre le témoignage, très personnel pour le coup cette fois, de Ian Ferguson, qui nous a partagé pendant la soirée la manière qu'il a, lui, d'utiliser l'IA dans l'éducation des lycéens, de sa fille en fait, en nous parlant de la manière dont il utilisait l'IA pour les devoirs à la maison de sa fille. J'ai trouvé sa manière d'aborder les choses vraiment très smart, très intelligente, et là, il nous partage cet exemple du travail à la maison avec sa fille. Il n'y a pas très longtemps, elle devait faire le journal de Jeanne, qui est l'héroïne d'une vie de Maupassant. Elle lit l'ouvrage. Elle fait partie des 10% de la classe qui lit l'ouvrage. À partir de sa lecture, elle devait reprendre des éléments de la vie de Jeanne et en faire écrire son journal intime comme si c'est Jeanne qui l'avait écrit. Elle écrit le journal intime. On le retravaille ensemble. Puis elle me dit, c'est bon, j'ai fini. Je dis, maintenant, on va utiliser l'IA générative. Elle me dit, mais j'ai pas besoin d'utiliser l'IA générative, j'ai fini. Je lui dis, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je lui donne son travail, on le met en pièce jointe dans un modèle de langage, et on lui dit, tu es professeur de seconde en lettres, tu as donné à tes élèves la consigne suivante. Copier-coller la consigne. Voici le travail que t'a rendu une élève. Quels sont les conseils que tu pourrais lui donner, toujours en tant que prof de lettres, pour améliorer son travail? Là, il lui donne une dizaine de conseils, et notamment, il y avait tu utilises un style trop contemporain, qui est non seulement décalé par rapport au style de Maupassant, mais qui est décalé aussi par rapport à Jeanne, à l'époque dans laquelle elle vit, et à sa condition sociale. Ma fille dit très bien, mais so what? Voilà. Demande-lui d'identifier dans ton texte les passages que tu juges trop contemporains et quelle formule tu lui proposes pour que ce soit plus proche du personnage de Jeanne et Maupassant. Il lui en a donné une dizaine, la moitié m'a dit mais je comprends rien. Je dis je vais te les expliquer, mais tu vas pas les mettre, parce que ça va se savoir. Voilà. Et puis il y en a 4 ou 5 autres, elle a dit mais là je comprends et c'est vraiment mieux. Je dis du coup tu vas les mettre. Ça a pris effectivement 1 heure et demie de plus, mais on a plutôt essayé de voir comment l'IA pouvait l'aider à faire mieux qu'à faire moins. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. J'espère que ce format un peu spécial vous a plu. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme. Et vous savez maintenant, c'est vital de manipuler les algorithmes pour arriver à faire sortir les contenus de leur boîte. Vous avez un impact fort rien qu'en cliquant sur un like. Sachez-le. Merci beaucoup. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt. On se retrouve pour une émission un peu plus classique. À bientôt.